Bon, vous le savez parce que ça fait un moment que je vous gonfle avec ça, mais je suis vieux. Oui, ça fait super longtemps que je suis là, super longtemps que je suis dans les marchés, et même si des fois j'ai l'impression que je me rejoue la même scène tous les matins et qu'on est dans le jour de la marmotte, j'en ai vu passer des bulles prêtes à éclater et des crises sorties de nulle part, et j'en ai vu des bulles éclater carrément alors que 3 jours avant, on aurait vendu nos gamins pour acheter le marché. Et c'est justement pour ça que j'ai cette espèce de sentiment tout pourri en ce moment. Vous voyez, tous les indices sont dans le vert, certains sont même au plus haut de tous les temps, la France, la Suisse, mais quand on regarde de près, le vernis est quand même un petit peu craquelé, et on sent quand même qu'il y a des fuites d'eau à 2-3 endroits. Il manque pas grand chose pour que ça se finisse en bain de sang. Enfin, ça reste un pur sentiment, et dans ce métier, un sentiment, ça a autant de valeur que la parole d'un politicien. En gros, ça vaut que dalle. Mais bon, je vous le dis, hein, je suis pas à l'aise, mais ça monte. Alors je vais pas pleurer non plus parce que c'est quand même beaucoup plus sympa quand ça monte que quand ça baisse. Sauf que quand ça baisse, ça fait plus de vues sur les vidéos. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 19 février 2026, comme vous pouvez le voir là-haut dans le ciel. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, on va quand même pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Pour l'instant, il faut saluer ce marché. Quelle force, quelle résilience, quelle niaque. Franchement, tenir comme ça dans un environnement macroéconomique aussi foireux et une géopolitique qui ressemble à un sac de nœuds mouillé, c'est presque de l'art. Non, c'est pas presque, en fait. C'est de l'art. L'art de la finance, l'art d'acheter avec des œillères sans se poser aucune question. Il fut un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, où on disait que la bourse était le reflet de l'économie. Bon, ça c'était clairement avant. Aujourd'hui, Wall Street et Main Street ont divorcé, ils ne vivent plus sur la même planète, ils vivent plus ensemble, ils se parlent même plus, et je suis même pas sûr qu'ils se recroisent un jour dans un futur proche. Et c'est peut-être ça qui me perturbe le plus. Récemment, les signaux économiques sont faiblards. Le moral du consommateur est au ras des pâquerettes et les politiques semblent avoir perdu leur GPS et leur logique au passage. Mais aussi un gros bout de leur cerveau en même temps. Et résultat de tout ça, eh bien, malgré tout, Paris finit en boulet de canon hier, plus 1,23%, record historique. Francfort n'est plus qu'à 200 points des sommets et la Suisse, la Suisse, c'est encore mieux que ça. Elle s'arrête plus de monter, le graphique est quasiment vertical. On dirait presque que les boîtes du SMI se sont reconverties et se sont mis à vendre des puces pour concurrencer Nvidia ou Micron. On notera le rebond quand même des financières après la psychose du grand remplacement par l'IA de ces derniers jours, et mention spéciale au vainqueur suisse, au numéro 1 de la journée, Amrize, plus 13%, après le rachat de PB Materials Holding, 26 nouveaux sites avec un bénéfice immédiat, et les bénéfices immédiats, ça le marché, il adore. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'Europe surperforme à ce point. C'est pas la croissance qui tire la charrette, faut être sérieux. On veut bien avoir de l'humour, mais faut quand même pas déconner. C'est plutôt le côté où on n'est pas trop cher, et le caractère un peu défensif du vieux continent. Et puis alors, bien sûr, il y a le dollar. Quand le billet vert flanche, l'Europe brille. C'est mathématique et c'est carrément empirique. Et c'est statistique surtout. C'est pas la première fois que ça arrive, mais comme d'habitude, j'y pense et puis j'oublie. Mais ne nous emballons pas, parce que si on est monté hier, c'est surtout parce qu'on se préparait aussi au pire. Le regain de tension entre l'Iran et les USA a relancé le war trade pur et dur. Il y a un politicien qui accessoirement est aussi le vice-président américain qui a rappelé que l'option militaire n'était pas exclue pour mettre la fessée au mollah. Surprise totale pour les génies de la finance qui n'avaient rien vu venir, et hop, Thales, Rheinmetall, BAE Systems s'envolaient. Sur Flight Radar, il y a même certains qui s'excitaient sur les mouvements des F-16 et des ravitailleurs américains qui sont en train de décoller dans tous les sens, surtout en Europe. Largement de quoi alimenter tous les fantasmes de guerre de tous ceux de ma génération qui sont restés bloqués après le 5e Rambo. Et pendant que les Européens se prenaient pour les empereurs de la finance mondiale, eh bien Wall Street suivait le mouvement. De loin. 3e séance de hausse consécutive, quand même. Nvidia montait encore et Amazon se faisait encenser par un analyste qui, lui, voit un potentiel de 50% de hausse grâce
à l'intelligence artificielle. Oui, bien sûr, dès qu'on prononce le mot IA, on ne fait jamais dans la demi-mesure. Encore maintenant. Pourtant, la lune de miel commence à sentir un tout petit peu le roussi. La question qui fâche revient en boucle. Est-ce que ça rapportera vraiment un jour? On commence à réaliser que l'IA, pour l'instant, c'est surtout une ligne de coût massive sur les bilans et un retour sur investissement qui est un peu plus ésotérique qu'autre chose. ChatGPT me disait encore ce matin que dans le meilleur des cas, il fallait pas compter que ça rigole avant la fin de la décennie. Entre deux, Skynet a largement le temps de prendre le pouvoir. On le sait, on est conscient du problème, mais on achète quand même tant que personne ne crie trop fort que le roi est nu. Et puis alors hier soir, il y a eu bien sûr la publication des minutes du FOMC meeting du mois de janvier. Alors avant d'aller plus loin, un petit rappel pour la mémoire. Depuis les chiffres de l'inflation de vendredi dernier, tout le monde s'est mis à rêver d'une baisse des taux imminente. On se disait que c'était carrément dans la poche pour le mois de juin, mais hier, la Fed a publié ses minutes et là, douche froide. Enfin, petite douche froide. Parce que les mots ont été écrits à une époque où ils n'avaient encore aucune idée que l'inflation allait se casser la gueule comme vendredi dernier, on nous l'a expliqué. Leur réflexion date un peu, d'accord, mais on n'aime jamais quand les types déclarent qu'ils n'excluent pas de monter les taux au cas où l'inflation repartirait. Beaucoup de conditionnels, j'en conviens. Mais vu les chiffres récents, on en est loin pour l'instant. Mais ça montre surtout que la Fed navigue à vue et qu'elle est divisée. Et alors pour couronner le tout, les données économiques, permis de construire, production industrielle, sont meilleures que prévu. Normalement, on devrait sauter de joie. Bah non, pas tout à fait, parce que ça signifie que la Fed n'aura aucune raison de baisser les taux avant mi-juin, surtout si l'économie va bien. Et mi-juin au mieux. Pourtant, malgré tout, tout est vert. On achète la moindre baisse, comme si le risque s'était évaporé, mieux, comme si le risque n'avait jamais existé. Et puis on a aussi admis que la durée moyenne du bull market, c'est peut-être tout simplement forever. Comme les magnolias. Mais entre nous, il faut être honnête, ça colle pas. L'Europe surperforme sans croissance, l'IA brûle du cash sans rentabilité, et la Fed hésite. Le marché est fort, c'est vrai, mais il est nerveux, très nerveux. N'oubliez jamais ça. Et si on lui prenait sa tension au marché, je suis persuadé qu'on lui demanderait dès demain de perdre du poids, bouger régulièrement, réduire le sel, dormir correctement, arrêter l'alcool excessif et gérer son stress. Et puis alors, du côté des valeurs, il y a quand même eu du sport. Global Payment a explosé de 17%, la plus forte hausse de l'indice, des résultats solides et surtout des prévisions annuelles qui ont fait briller les yeux des analystes. Même recette pour Cadence Design qui prenait 7,6%. La moralité en 2026, elle est simple. Il faut battre les attentes, mais ça suffit plus. Il faut aussi promettre que la Fed continue et qu'elle sera belle. Et si tu n'as pas une guidance de star, eh ben, tu resteras sur le carreau. Parlons un peu de nos champions. Nestlé vient de sortir ses chiffres ce matin. Ils promettent une croissance de 3 à 4% cette année. Mais le vrai signal, c'est que les volumes repartent. On ne se contente plus de monter les prix, on vend plus de produits. Le nouveau patron simplifie tout et veut réduire les coûts. Côté ciel, Airbus fait face à un problème de riche. Le carnet de commandes est plein à craquer, mais il manque des moteurs. Surtout chez Pratt & Whitney. Ce qui veut dire qu'un Airbus sans moteur, ça vole beaucoup moins bien. Et c'est d'ailleurs ça qui freine la cadence des A320. Ils visent 870 livraisons cette année, mais tout dépendra des fournisseurs. Dans l'assurance, Zurich pète la forme avec un profit record de près de 9 milliards. Greco a les coups des franges pour son projet de rachat de Beazley. Et pour finir, la petite minute bien-être, Mark Zuckerberg a discuté avec Tim Cook de la santé mentale des ados sur les réseaux sociaux. La sincérité de la démarche m'émeut totalement. Ou pas. Et puis alors on ne peut pas négliger non plus que Michael Burry vient de vomir sur Palantir en estimant que c'est trop cher. Je vous passe l'explication, j'en ai encore mal à la tête, mais c'est trop cher. Et puis on parle aussi de la démission de Christine Lagarde. Elle voudrait partir plus tôt pour s'assurer que son remplaçant soit bien en place avant les élections françaises, pour pas que le RN puisse peser dans la décision du prochain président de la BCE. Les magouilles politiques, ça donnerait presque envie de vomir mon petit déjeuner. Même quand ils sont sur le départ, eh ben, ils veulent encore tenir les manettes. Et à ce jeu-là, le clown de l'Elysée, il faut le dire qu'il est champion du monde. Maintenant, passons à la nouvelle à la fois drôle et inquiétante de la journée. La Fed de New York a publié une analyse sur les tarifs douaniers et arrive à la conclusion que 94% du coût des tarifs douaniers en 2025 a été payé par les entreprises et les consommateurs américains. Autrement dit, les droits de douane, c'est pas la Chine qui les paye, c'est l'américain moyen. Alors est-ce que c'est une surprise? Non, pas du tout. Goldman Sachs l'a dit, Yale l'a dit, la Tax Foundation l'a dit, des chercheurs académiques l'ont dit, même les entreprises l'ont dit pendant leurs earnings calls. Bref, c'est pas une théorie complotiste de stagiaires fervents défenseurs du wokisme, c'est du Standard Economy ISO 9001. Mais forcément, ça plaît pas trop à la Maison Blanche. Kevin Hassett, le patron du National Economic Council, a débarqué sur CNBC et a balancé « C'est la pire étude de l'histoire de la Fed !» Il explique aussi que les chercheurs devraient être disciplinés, en gros punis,
une fessée et au lit sans dessert. Parce que, selon lui, il regarde les prix, mais pas le fait que la production pourrait revenir aux États-Unis. La théorie officielle de la Maison-Blanche est simple. On met des tarifs en place, on produit localement, la Chine va forcément souffrir indirectement, les salaires américains vont monter, et tout le monde il est beau, il est content. C'est beau, hein? C'est presque du Walt Disney. Le seul problème, c'est que les données montrent que les prix montent d'abord et que les ménages payent en premier. En gros, un tarif, c'est quoi? C'est une taxe à l'importation. Et une taxe à l'importation, ça ressemble énormément à une taxe sur la consommation. Donc oui, mécaniquement, ça pèse davantage sur les ménages. Modestes, bien sûr, parce qu'ils dépensent une plus grande partie de leurs revenus. Dire que ce n'est pas régressif, c'est oublier comment fonctionne un budget familial. Ce qui est assez intéressant, c'est pas forcément l'étude, mais c'est plutôt la réaction. C'est pas la première fois que l'administration Trump attaque des institutions économiques. Révision des chiffres de l'emploi, on vire la patronne du Bureau of Labor Statistics. Critique contre Powell, on en met en place des attaques répétées, on l'appelle Mr. Too Late. Tentative d'éviction de Lisa Cook, dossier devant la Cour suprême, le DOJ qui enquête sur Powell pour des travaux immobiliers et ses toilettes en marbre, tout ça parce qu'il ne veut pas baisser les taux n'importe comment. Tout ça, toutes ces réactions, tous ces comportements montrent carrément un timing super intéressant. Le message est subtil comme un rhinocéros. En gros, ça veut dire que si les chiffres ne collent pas au narratif, on n'attaque pas le narratif, on attaque les chiffres. On est dans une phase où la bataille économique devient carrément politique. La Fed vous dit, on regarde les données, mais la Maison-Blanche vous dit, nous on s'en fout, on veut que les taux y baissent. Le problème, c'est que les marchés, eux, ils regardent la crédibilité. Et force est de constater que la crédibilité de la Fed est quand même un tout petit peu plus élevée. Et quand on commence à attaquer systématiquement la Banque centrale, les statisticiens et les chercheurs, les investisseurs, ils commencent à se poser des questions. Et qui pilote vraiment? Et sur quelle base? Il faut dire que les marchés tolèrent beaucoup de choses, mais par contre, ils détestent deux choses. Tout d'abord, l'inflation incontrôlée, et ensuite, l'ingérence politique dans la politique monétaire. Et là, on coche potentiellement la case numéro 2. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la perception s'installe que la Fed pourrait être sous pression politique, les taux longs peuvent devenir nerveux. Et si les taux longs deviennent nerveux, le dollar risque bien de suivre. Les actions vont suivre et la Fed risque de devenir un petit peu plus chère. La problématique retombe donc à nouveau sur la politique trumpiste. La stratégie est douteuse, la façon de communiquer l'est encore plus, et on se rend compte qu'on va devoir vivre avec encore au moins 3 ans, à moins qu'il se fasse virer au midterm. Et puis alors, pendant que Asset veut punir ceux qui ne pensent pas comme lui, que Macron pense que le free speech c'est du bullshit, hier nous avons encore eu droit à Donald Trump Jr. qui a déclaré que les banques traditionnelles étaient des pyramides de Ponzi, et que c'est parce qu'ils ont été blacklistés en 2020 et 2021 qu'ils croient aux cryptos et qu'ils ne croient plus au système bancaire tel qu'on le connaît. Le « i » au pluriel, c'est pour toute la famille. Un Ponzi. Les banques sont un Ponzi. C'est assez courageux de dire ça. Bon, en même temps, quand tu es protégé par le président américain, c'est plus facile. Mais ça montre aussi que la communication du Trumpisme fait un petit peu peur, parfois, pour pas dire tout le temps. Et alors, même si ces rejetons s'y mettent aussi, où va-t-on? En conclusion, on a des records partout, on a une Fed qui est divisée, on a des politiques qui attaquent les chiffres quand ils ne leur plaisent pas, et un marché qui monte comme si tout était sous contrôle. Ça tient, oui, mais ça tient quand même sur les nerfs. On peut donc continuer à acheter, mais n'oubliez pas, un marché qui ignore les signaux finit toujours par les payer. Mais par les payer relativement cher. Côté chiffres, aujourd'hui, je vous recommande de surveiller les chiffres de Walmart qui sortiront avant l'ouverture, histoire de prendre la tension et la température du consommateur. Et pour le reste, on se voit demain pour se chauffer pour le PIB et le PCE américain. En attendant, on s'abonne, on like, on commente et on partage. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.